Et c'est tout un bonheur de vous retrouver, chers amis téléspectateurs de la fréquence de développement. Vous êtes sur Télé et vous faites bien de nous suivre en ce moment puisque nous vous offrons ce soir une soirée spéciale consacrée au processus électoral en cours au Bénin. Vous savez, il y aura un moment fort de cette soirée, c'est bien l'entretien du chef de l'État à partir de 20h30 sur votre chaîne de télévision. Mais en attendant, nous allons vous rappeler, nous allons revisiter un certain nombre d'étapes de ce processus électoral en cours au Bénin. Et je ne suis pas seul ce soir. Je voudrais bien vous présenter ceux qui sont en ma compagnie ce soir. Je voudrais vous présenter d'abord le premier. Il est collègue, c'est un collègue, Latifou Boni. Bonsoir. Romiad, oui, bonsoir. Bonsoir à chacun et bonsoir à tous. Voilà. Il est en notre compagnie ce soir et c'est un plaisir, hein, Latifou Boni, c'est un plaisir de le retrouver oui. Parce que Lokman Tigani, un habitué de ces plateaux, des plateaux de E-Télé, qui entre-temps, compte tenu d'un certain nombre de responsabilités, n'était pas avec nous, mais aujourd'hui, on le retrouve avec tout un plaisir. Lokman Tigani, bonsoir. Bonsoir à vous, Romuald, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous comprenez que la période électorale fait qu'il faut vraiment se préparer. On est tout le temps au four et au moulin. Il faut préparer les équipes sur le terrain. Donc, c'est très, très juste de m'avoir. Mais je suis content d'être avec vous ce soir. Voilà, nous sommes contents parce que nous allons passer une très belle soirée. Il faut dire que après donc, cette rétrospection de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, en ce qui concerne le processus électoral au Bénin, nous allons également vous proposer le numéro d'aujourd'hui de Café Politique. Café Politique, Agapit Napoléon Maforika et Distel Amoussou vont recevoir pour vous Abraham Zinzinowe. C'est un grand citoyen de ce pays, un grand acteur politique également. Celui-là qui a fait ses preuves dans nos juridictions. Vous savez, il a été président de la Cour suprême et donc vous allez l'entendre, sa voix manquait au débat et vous allez pouvoir l'entendre à partir de 19h précise sur votre chaîne de télévision. Et je le rappelais, Moment politique, c'est cette émission, c'est cet entretien que le chef de l'État a accordé à nos confrères véritablement. Et donc, vous allez pouvoir le suivre à partir de 20h30 sur votre chaîne de télévision. Et puis après, vous aurez un entretien, vous aurez une causerie, des échanges avec des personnes qui s'y connaissent véritablement. Alimatou Badarou sera dans ce studio à partir, donc, tout juste après l'entretien du chef de l'État. Il y aura aussi Maître Bastien Salami et sans oublier Mary Olabi. Et donc, nous vous réservons une agréable soirée véritablement. Restez avec nous et vous suivrez également le décryptage de Café Politique. C'est le menu de ce qui nous rassemble ici ce soir. Mais je voudrais penser à un homme, vous savez, ils sont nombreux à pouvoir souffler une bougie. De plus, aujourd'hui, nous pensons à notre collègue Seive Julius Denakpo qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Véritablement, chers collègues, nous vous souhaitons heureux anniversaire. N'oubliez pas, le gâteau, nous l'attendons de pied ferme. Voilà, Latifou Boni, justement, le processus électoral, on pourrait le dire, a commencé puisque le chef de l'État a convoqué le corps électoral pour le 28 avril 2019 et cela n'a pas changé véritablement. Et après, on a connu un certain nombre de choses. Ce n'était pas facile véritablement jusqu'à ce que les partis politiques aient déposé les dossiers à la Commission électorale nationale autonome. Cette commission qui pourra décider ou qui a décidé de la validité ou de la validation de ces dossiers déposés. Avant qu'on puisse entrer dans le vif de ce qui nous rassemble, je voudrais faire revisiter à nos téléspectateurs ce point de presse du président de la Commission électorale nationale autonome, le professeur Emmanuel Tiandio. La nouvelle est tombée ce mardi 5 mars 2019. Seulement 2 des 7 partis ayant régulièrement déposé leur dossier de candidature sont qualifiés pour participer à la prochaine élection législative. C'est ce qui ressort du point de presse donné par le président de la Sénat après examen de conformité et de recevabilité des différents dossiers. L'examen de conformité et de recevabilité a reposé sur les 3 principes suivants. Le souci de la préservation de la crédibilité de la Sénat, le respect scrupuleux des textes
notamment la charte des partis politiques et le code électoral, et enfin, l'obligation d'impartialité et de neutralité inhérente aux fonctions de membres de la Sénat. À l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Les dossiers des partis UDBN et USL n'ont pas été étudiés par la Sénat pour absence de récépissé de déclaration administrative de candidature et du certificat de conformité. Quant aux 3 partis restants, leurs dossiers ont été simplement et purement rejetés. Rejet de déclaration de candidature. Parti du Renouveau démocratique PRD, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB et enfin Mouel Bénin. Ces décisions seront notifiées aux partis politiques concernés qui pourront adresser un recours devant la Cour constitutionnelle. Les regards sont maintenant tournés vers les 7 sages de la Cour constitutionnelle, habilités à donner le verdict final après examen des éventuels recours. C'est un point de Clovis à Foucault. Latifou Boni, nous nous rappelons véritablement de ce point fait par la Commission électorale nationale autonome qui n'était pas du goût d'un certain nombre de composantes de la classe politique. La Sénat est un organe, rappelons-le, est un organe technique d'exécution et qui se soumet également aux tests en vigueur. Tout à fait. C'est peu dire en réalité ou c'est ne pas exactement monnayer les choses pour que les gens perçoivent. En fait, la Sénat, on peut la concevoir comme étant une machine dont, si vous voulez, le carburant ou la feuille de route serait, ou la route sur laquelle cette machine-là roule serait tout simplement les textes. Il se fait que ces textes-là sont venus des députés, pour ne pas dire du Parlement. Donc d'abord, la charte des partis politiques, ensuite le code électoral. Et donc, sans ça, la machine, elle ne bouge pas. Avec ça, la machine, elle a tout droit sa voie, son chemin, sans tenir compte, on va dire, des sentiments et autres. Elle a, avec les textes, donc, les moyens de bouger. C'est comme ça que la Sénat fonctionne. Et puis, il y a quand même des gens d'une expérience donnée. Vous l'avez dit, c'est un professeur. Ensuite, il y a quand même cette pluralité-là d'origine au niveau donc, de la commission électorale, de la commission donc, électorale. Et autre élément, c'est tout de même qu'il y a à nous rappeler que cette Sénat-là n'est pas de lait talon en réalité. Et que cette Sénat-là... Ça existait depuis 2014. Ça existait depuis 2014. C'est elle qui a géré l'élection des parlementaires actuels, bien applaudi. L'élection aussi du président de la République, là encore, applaudi. Et donc... De toute façon, ils sont à leur 4e expérience. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il y a effectivement aussi à revenir sur un élément. Quand cette conférence ou ce point-là a été fait dans les détails, les gens n'ont pas attaqué la Sénat pour n'avoir pas, on va dire, respecté les lois. Peut-être on a sorti et les idées et même les esprits ont été concentrés sur ces éléments-là, les questions de taille en fait de faute. Après, tout le monde a, on va dire, la liberté de prendre les mots tels qu'il les conçoit. Et la Sénat, elle est en droit quand même de lire les textes et de les appliquer parce que même au niveau donc du code électoral, il y a des sanctions que le code expressément a nommées par exemple, qui sont des fautes, on va dire, qui disqualifient directement. Et donc, de là à revenir dire que toutes les fautes ont la même taille, c'est comme si vous allez à la maison et que vous giflez votre maman, ça a le même poids que le fait d'aller à la maison et ne pas la saluer. C'est 2 fautes peut-être, mais visiblement, entre nous, ça n'a pas la même taille. De toute façon, il faut pas commettre ces fautes-là. Oui, il y a des fautes à ne pas commettre. Parce que là, on parle des géniteurs. Hein, voilà. Lukman Tigani, la Sénat, la conception que vous avez de la rigidité ou de l'application stricte des tests, parce que
tout de même, la Sénat se base sur justement des tests. Oui, je pense que le président de la Sénat l'a dit dans son point de presse. Il se base vraiment sur les tests, en l'occurrence l'achat des partis politiques et le code électoral. Deuxième élément, la Sénat joue depuis un certain nombre d'années sur le terrain de la crédibilité et de la professionnalisation. Nous n'avons pas aujourd'hui de reproches à faire à la Sénat au-delà de quelques turbulences que les acteurs politiques ont semblé porter dans la maison de la Sénat. C'est vrai que les membres de la Sénat sont pour la plupart élus par des partis politiques, viennent des confessions politiques. Mais je pense que, vous l'avez dit, après 3 expériences d'organisation des élections, nous ne pouvons qu'avoir confiance et dire que cette commission électorale nationale est à la hauteur de la mission que nous lui avons confiée. La mission que nous lui avons confiée, c'est d'appliquer les tests. D'appliquer les tests que les parlementaires ont votés, de les appliquer dans la pure neutralité, sans état d'âme, et de faire en sorte qu'à un moment donné, ceux qui sont qualifiés pour compétir puissent compétir. Deuxième chose, c'est que j'ai comme l'impression que nous avons les acteurs qui, à un moment donné, tapaient le tam-tam, sont amnésiques du passé. Ce n'est pas pour la première fois que la Sénat disqualifie des candidats à une élection. Même à des élections présidentielles, des candidats ont été disqualifiés. J'ai vu à d'autres élections, on a disqualifié des listes de partis politiques. Donc, ce n'est pas pour la première fois qu'on disqualifie des listes après avoir déposé leur dossier. Je n'ai pas compris tout ce remue-ménage qu'il y a eu autour de cela. Le président de la Sénat est allé plus loin pour dire les listes qui ont été disqualifiées ont la possibilité de formuler des recours au niveau de la Cour constitutionnelle tel que le stipule la loi. Donc, lui, il joue son rôle, il passe le flambeau à une autre institution. Et qui décide du contentieux électoral. Exactement, nous avons des institutions dans notre pays, chaque institution joue son rôle, chaque acteur joue son rôle. On reviendra peut-être lorsqu'on parlera du processus électoral en lui-même pour voir un peu quel a été le rôle que chacun des acteurs a joué. Mais moi, je pense que, je l'ai dit au lendemain de la convocation du corps électoral par le chef de l'État, que cette Sénat a vraiment pris les taureaux par les cornes. Vous avez vu, ils n'ont pas attendu des mois après la convocation du corps électoral par le chef de l'État pour présenter à la presse, pour montrer leur feuille de route. Et aujourd'hui, ils sont en train de respecter leur feuille de route. Ils ne s'émeuvent pas par rapport à la crise, par rapport à tout ce que les gens disent. Ils sont en train de dérouler leur feuille de route. Et ça, c'est le rôle d'un organe technique. Je dirais juste, en attendant la période de la campagne qui va commencer peut-être dans quelques heures et les élections du 28 avril, je dirais déjà à mes parcours, chapeau à la Sénat. De toute façon, quand on se réfère quand même aux préparatifs, parce que ETL s'est quand même déployé au sein de la Sénat, par exemple, il est constaté un niveau de préparation en termes de réception d'abord des matériels, un niveau de 90% par exemple, véritablement. Et donc cela, peut-être les difficultés qu'il y avait au niveau des politiques n'ont pas émoussé l'ardeur des commissaires de la Sénat. Non, je pense que là, les membres de la Sénat, qu'ils soient commissaires ou même agents techniques de cette maison-là, se sont surpassés. Se sont surpassés parce que là, on a des sympathisants, on a même des membres, pour ne pas dire des membres actifs à des différents niveaux, donc des partis même disqualifiés. Il faut le rappeler, on peut y avoir là-bas des gens qui ont été conduits, qui ont été introduits là-bas par les FCBE, par le PRD et autres. Et donc, les voir dans cette sérénité-là, les voir dans ce déroulement effectivement d'une feuille de route qui avait été publiée alors même qu'on ne savait pas qui aurait ce qu'il y a eu après, c'est qu'il faut se rappeler qu'ils sont béninois, qu'ils ont des émotions, mais qu'ils se sont surpassés. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger sur la balance de l'analyse et même sur la balance de l'appréciation de façon globale. L'autre élément, c'est revenir sur le point. On a vu dans ce point-là comme une séance, ou plutôt une partie d'explication entre commissaires. Je veux dire, un commissaire qui, sur des propos du président de la Sénat, n'était peut-être pas entièrement d'accord, à un moment donné, a eu l'occasion de dire quelque chose. Sauf que le même commissaire et d'autres qui avaient aussi des possibilités de revenir sur des questions sur, par exemple, le vote, parce que là-bas, c'est aussi par vote que les décisions se prennent. Il y a une plénière qui se constitue. Sur les délibérés de cette plénière-là, aucun commissaire n'a remis en cause
le fonctionnement. Cela voudra dire quoi? Que au-delà de tout, les décisions n'ont peut-être pas l'assentiment de tous. Qu'au-delà de tout, les délibérés ou les délibérations ne plaisent pas à tout le monde, mais que dans le fonctionnement régi par le règlement intérieur de la Sénat, il n'y a rien à dire, sinon, même devant les caméras, vous aurez pu voir les commissaires donc dire « Ah non, on n'a pas voté avant de valider les deux listes ». Et donc, il n'y a que l'émotion. Cela pourrait déjà s'observer lors de la cérémonie de positionnement, par exemple. Tout à fait. Des deux partis qualifiés. Vous pouvez constater le commissaire dont vous parlez, le commissaire Omboyi, qui était effectivement à côté de ses pairs pour pouvoir superviser un peu la cérémonie de positionnement des deux partis politiques sur le bulletin unique. Et donc, cela montre aussi une collégialité, véritablement, Lukman Tigani. Oui, je pense que ce point de presse a été un tournant décisif et très important dans la stabilité de la Sénat. Vous vous souvenez, la veille, tout ce qu'il y avait déjà comme remue-ménage, tout ce qu'il y avait comme suspicion, soupçon, attaque même voilée à l'égard d'un ou de plusieurs commissaires, et que 24 heures après, à une conférence de presse, que ce commissaire, comme on le dit dans notre jargon simple, se libère. Et ça a sauvé l'institution. Parce qu'il aurait pu garder sa frustration, tomber dans les bassesses politiques que certains acteurs politiques alimentaient. À un moment donné, ça allait capoter tout ce qui était en train d'être fait de sérieux dans cette institution. Vous êtes allé plus loin pour dire aussi, ce n'est pas des alliés, il a des parents. Il y a des parents de commissaires qui ont été exclus de ces élections-là. Des gens qui dorment même sous le toit de candidats, qui dorment. Mais à un moment donné, les gens, j'ai toujours l'habitude de dire que l'impartialité d'un acteur, quel que soit celui qui l'amène à ce poste-là, dépend de sa responsabilité personnelle. Et c'est ce que les membres de la Sénat sont en train de nous montrer aujourd'hui. Ils ont un sens de responsabilité très élevé. Ils ont été envoyés par des acteurs politiques. Vous l'avez dit, le président Tiando a été membre des forces Cori pour un Bénin émergent, ministre dans le gouvernement du président Yahi, mais aujourd'hui, il fait preuve d'impartialité en respectant les textes. Vous avez parlé de conseil Rumbedji. D'autres conseillers de la Cour de la Sénat ont été, de par le passé, membres des anciens partis politiques ou des alliances de partis politiques. Mais aujourd'hui, ils font preuve d'impartialité. Je pense que la Sénat gagnerait beaucoup plus à documenter son expérience à la fin de son mandat pour que d'autres institutions puissent gagner de cette expérience-là. Comment est-ce qu'on fait preuve d'impartialité? Parce que quand vous parlez de documentation, c'est vrai que on a peut-être des documents sur la Cour constitutionnelle et on en veut encore beaucoup plus. Oui, mais c'est des leçons, c'est des leçons apprises. Également c'est des leçons que la Sénat donne à beaucoup d'autres institutions. Non seulement aujourd'hui, mais dans le futur, d'autres institutions devaient apprendre de cette cohésion qu'il y a au niveau de la Sénat et de ce professionnalisme-là. Moi, je dirais simplement pour le moment chapeau aux conseillers, mais aussi à tous les cadres techniques, les employés de la Sénat, parce qu'à un moment donné aussi, ils ont été indexés. On a demandé d'où est-ce que sortaient un certain nombre de documents. On a cru que c'était le personnel recruté au niveau de la Sénat. Mais les gens ont vraiment fait preuve de professionnalisme pour rester dans le cadre de ce qu'on leur demande de faire. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Vous avez parlé de la préparation au niveau de la Sénat, la formation des agents électoraux, la réception du matériel, le processus même de désignation du positionnement sur les listes. Je pense que cette Sénat-là a de beaux jours devant elle et que les acteurs politiques gagneraient beaucoup plus à laisser le Sénat faire son travail et à faire davantage confiance. C'est vrai qu'au Bénin, on est un peu avare dans l'appréciation et qu'on cherche les moindres éléments de troubles ou de difficultés de nos institutions pour pouvoir, on va dire, nourrir les polémiques. Mais sinon, pas-delà les frontières, les gens sentent ce qu'est la Sénat et ils n'hésitent pas à venir. Et surtout l'expérience, justement, l'expérience d'une Sénat permanente. Tout à fait, il faut le dire. Ça, c'est quelque chose, effectivement, oui. C'est une première et puis cela est entré parce que nous avons connu des Sénats ad hoc. Oui, tout à fait. Je pense que cette expérience, comme vous la soulignez, cette expérience-là, c'est quelque chose qui a aidé à parachever, on va dire, la maturité de notre institution. Parce qu'au-delà, effectivement, du fait qu'il y avait des agents qui, eux, restent, mais il n'y avait que cette partie politique-là qui, parce qu'elle est instable,
impactait négativement sur la belle prestation donc, de la Sénat. Aujourd'hui, effectivement, ça donne raison à tous ceux qui devaient les frontières. Donc, à des moments donnés, ont compris que c'était une Sénat de qui on peut tirer vraiment beaucoup de choses pour aller l'expérimenter ailleurs. Les gens viennent et ils n'hésitent vraiment pas, sont nombreux de par les pays africains et même au-delà. Je pense que nous avons intérêt, au-delà de nos ressentiments, à regarder les textes qui fondent nos institutions, à voir si nos institutions font les bons pas en suivant les textes et non les bons pas qui nous plaisent. Et ça, c'est quelque chose qui paraît banal, mais c'est un dépassement de soi que nous devons chacun apprendre parce que cela va, on va dire, du bien-être et même de la solidité de notre État dans son ensemble. Très bien. On ira encore plus en arrière parce que, vous savez, le chef de l'État a rencontré la classe politique, une certaine composante, l'opposition, les forces politiques qui se réclament de l'opposition. Et donc, cette rencontre, nous allons également revisiter, c'est bien avant le point que nous venons de suivre. On va pouvoir suivre ce point et y revenir. Une rencontre de vérité entre la délégation de l'opposition et le chef de l'État Patrice Talon. Les partis de l'opposition représentés par Moukaram Adibade Koussonda, Éric Rondete, Guy Mitokbe, Candide Azanaï, Théophile Yarou et Justin Ajovi ont exprimé la volonté de l'opposition de prendre part aux prochaines législatives. Une volonté qui se heurte pour l'heure à la non-obtention du certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques en raison des irrégularités constatées dans leur dossier. À 24 heures de la fin des dépôts des dossiers, la délégation a dévoilé au chef de l'État ses inquiétudes et souhaite que les instructions nécessaires soient données à qui de droit pour un dénouement heureux. Cela implique la délivrance sans délai aux partis politiques de l'opposition du récépissé, sa publication officielle, ainsi que toute autre pièce nécessaire. Cela implique également, vu la réalité de ce qui se passe, la délivrance du quitus fiscal soit faite à tous ceux qui en ont fait la demande et qui sont à jour vis-à-vis de l'administration fiscale. Le chef de l'État prenant la parole a expliqué à la délégation de l'opposition les exigences de la loi qu'ils doivent observer pour leur participation aux prochaines élections législatives. La loi traduit une volonté, traduit un esprit, une pensée, traduit un besoin, un objectif. Et nous savons très bien que nous avons dit dans la réforme que nous voulons que les partis soient représentatifs au plan national, que ce soit plus des partis de quartier, d'une commune. C'est pour cela que la loi a dit désormais, vous voulez créer un parti, le minimum qu'on vous exige, c'est au moins 15 personnes par commune. Dans le Bénin entier, dans toutes les communes du Bénin. C'est le minimum, 15 minimum. C'est une exigence qui est faite aux partis nouveaux qui vont être créés. Cette exigence, elle s'impose aussi aux anciens partis. Un parti qui fut un parti de quartier devra aussi essayer d'avoir des membres jusqu'à un minimum de 15 par commune. Sinon, la loi ne serait pas équitable. Donc, ce qu'on impose aux nouveaux partis, on doit l'imposer également aux anciens partis. Les nouveaux partis, les anciens partis qui existaient, qui n'avaient pas cette contente au départ, il faut leur permettre de se mettre en conformité. Pas d'arrangement politicien. Patrice Talon a invité ses hôtes à se conformer nécessairement à la nouvelle charte des partis politiques. Vous êtes conscient qu'il y a des insuffisances dans les dossiers, mais que vous estimez que c'est mineur. Vous estimez que le fait d'appliquer la loi de manière rigoureuse, un peu trop rigoureuse selon vos commentaires, que cela exclut les partis d'opposition. Ce constat est malheureux. Je voudrais vous inviter à donner suite favorable à l'attente de nous tous. Le chef de l'État a également montré sa disponibilité à jouer le rôle qui est le sien pour permettre aux partis de se conformer aux exigences de la nouvelle charte des partis politiques. Nous étions donc le 26 février 2019 et vous auriez dû le constater après cela, et les partis UP, Union progressiste, et le bloc républicain ont été qualifiés par la Commission électorale nationale
autonome pour affronter donc les législatives du 28 avril 2019. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'est senti un peu gêné de constater que ce n'est que ces deux partis qui soutiennent ces actions, qui sont qualifiées pour ces échéances-là. Et donc, il y a eu cette rencontre du 6 mars. Cette rencontre du 6 mars à laquelle l'opposition béninoise n'a pas participé. Et il a été décidé de la recherche, d'une quête du consensus au Parlement. Et donc, la solution, c'était donc le consensus politique, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'année 2019. Et donc, je voudrais vous inviter maintenant, chers amis téléspectateurs, avant de retrouver Latifou Boni et Lukman Tiganepo, quelques commentaires. Je voudrais vous proposer maintenant le point de cette plénière du 28 mars 2019. Le consensus politique tant espéré à la faveur de la plénière de ce jeudi 28 mars 2019 n'a pas été obtenu. L'espoir a été très tôt dissipé au regard de nombreuses divergences notées au sein de la commission des lois. Une commission ayant tenu ses travaux le 22 et le 25 mars dernier, les commissaires s'en remettaient à la plénière pour l'obtention de ce consensus. Vu que le débat général a révélé un défaut manifeste de consensus sur des points clés des deux propositions de texte en étude, la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme suggère au président de l'Assemblée nationale de soumettre les deux propositions de texte à l'appréciation de la plénière. Les débats ouverts à l'hémicycle ont montré combien il est bien difficile de parvenir à ce consensus et pour la majorité parlementaire, les forces de l'opposition ne veulent pas aller aux législatives et les illustrations, selon elles, sont à suffisance. Si on doit rechercher président, les partis politiques, on doit augmenter pour qu'un nombre soit plus important à participer aux élections. Est-ce que pour ça, on a besoin de dire qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale? On a besoin de dire qu'il faut dissoudre la Sénat, de les mettre en prison? On a besoin de dire qu'il faut faire venir et de mettre de côté carrément les deux lois en vigueur? Ils vous ont recusé parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections, monsieur le président. C'est pourquoi ils vous ont recusé. Ils savent que tout est perdu d'avance. Et on n'a pas parlé de grimace d'un vieux singe. Face à la crainte du regard de la population, notre opposition joue aujourd'hui les victimes, faisant feu de tout bois pour être bien vue par l'opinion et ne pas assumer les implications de leur volonté de réviser la Constitution juste pour se donner une chance de participer aux élections. La minorité au Parlement tente de se défendre, mais sans convaincre visiblement la majorité qui estime qu'elle reste toujours ouverte au dialogue. En réalité, Monsieur le Président, le consensus devait s'établir autour de ce que on aille au fond, qu'on lise article par article. Encore que la première proposition de loi relative à la charte des partis politiques contenait que 4 articles. S'ils pensent qu'il y a des solutions pour que ils rattrapent encore le processus, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas faire autrement s'il y en a qui ne veulent pas aller aux élections. Et au terme des travaux de ce jeudi 28 mars 2019, la plénière a décidé de l'élaboration de nouveaux textes de loi en vue de ce consensus politique tant attendu. Et donc le peuple béninois devra encore attendre quelques heures pour en connaître l'issue. Voilà. Donnons une dernière chance aux belles paroles qui ont été prononcées ce soir, qui honorent notre Assemblée nationale. Malheureusement, la dernière chance n'a rien donné. Oh oui, la dernière chance n'a rien donné. Est-ce que vous croyez, ou vous avez déjà détecté, vous aviez détecté à l'époque, en ce moment-là, lors des travaux de la 4e session extraordinaire, ce qui pouvait être déjà des barrières pour un consensus, un véritable consensus politique? Non, je pense que voilà, cette session extraordinaire
a eu le mérite en fait de confirmer moi mes soupçons. Tout était parti pour accoucher de ce qu'on a eu au final. Défaut de consensus. Oui, ce défaut de consensus. En fait, il y a pas mal d'éléments en réalité. Les éléments, c'est déjà même depuis le départ. Quand vous avez vu les sacrifices et les abandons de soi consentis dans le rang de la mouvance, même s'il y avait des leviers pour en arriver là, et que vous regardez un peu juste à côté comment ça s'est géré dans l'opposition, vous vous dites qu'il y avait un gros souci, un gros problème qu'on ne percevait pas, mais qu'il y a une situation quand même qui fait écran à ce souci-là. C'est que la minorité, c'est son nom, l'opposition dans son ensemble avait, pour ma part, tout ce qu'il fallait pour plus s'entendre à mettre en place le nombre de blocs qu'ils veulent ou qu'elles veulent cette opposition-là, si c'est 2 ou 3. Mais vous avez vu avec moi que toutes les tentatives pour aboutir à quelque chose comme ça, voilà, ont échoué. Il y avait déjà au départ des éléments indicateurs de ce qu'on était en train d'aborder, un temps difficile pour les politiques de façon générale, mais surtout pour les parlementaires à proprement parler. Revenons-en, ces parlementaires-là, pour moi, étant donné que je savais déjà que ça n'avait accouché à grand-chose, je me suis un peu écarté dans mes réflexions pour percevoir le début, en fait, de la fin de l'honneur qu'on attribue à cette fonction-là. Parce que, de tout temps, le rôle d'un législateur, c'est de faire en sorte que celui pour qui il régit fasse après des sacrifices. Les lois, pour leur grande partie, nous conduisent tous en fait au sacrifice. À abandonner quelque chose de soi, soit la liberté, à porter un peu plus de contraintes, ou carrément parfois même abandonner des acquis. Pour ce qui concerne donc pour mieux illustrer ce dont vous parlez, par exemple, il y a une loi portant bail à usage domestique. Voilà. On dit par exemple aux propriétaires, désormais, vous ne prenez plus 6 mois, vous prenez 3 mois, c'est un sacrifice consenti. C'est un sacrifice, c'est un abandon de quelque chose qui était depuis des décennies acquis. 6 mois, certains allaient à 12 mois, pour ne pas dire certains pratiquement, oui, 12 mois, 1 an. Et donc, les gens ont accepté parce que quoi, le législateur a parlé. Et donc, pour l'une de ces fois-là où la loi n'allait pas, on va dire, dans le sens de la facilité, si vous voulez, de tous ceux qui ont régi, on ne pouvait pas à la première occasion vouloir revenir sur cette loi-là. Quand on le fait, c'est donner l'occasion et même les éléments à la population qui toujours suivi les lois que la même institution fabrique, des moyens toujours de contester ce qui est fabriqué comme loi si ça contient des contraintes. Pour mieux illustrer ce que vous dites, cela voudra signifier tout simplement que le propriétaire ne dira pas, voilà, je ne suis pas prêt maintenant à pouvoir me soumettre à ce que vous... On ne s'est pas entendu, tout simplement. Vous venez de faire, et donc je continue pas prendre les 6 mois en attendant que je qu'il y ait consensus. Et donc cela voudra signifier que, en attendant que je me conforme à la loi électorale, le code électoral, qui me demande un certain nombre de choses. Revenons à l'ancienne loi. La charte des partis politiques qui me demande un certain nombre de choses. Revenons à l'ancienne loi. C'est l'illustration. C'est l'illustration, je suis d'accord. En fait, cet tournant a failli en réalité arracher à cette institution-là sa légitimité, sa dérogation en réalité législative que le peuple lui confère. Fort heureusement que jusqu'ici, en tout cas, il n'y a pas eu cette marche arrière là. Mais si jamais on consentait à cette marche arrière, c'était la fin en réalité de ce rôle de législateur, parce que les lois, rarement ça aboutit pour le peuple à quelque chose de facile en réalité. C'est toujours
une amputation en réalité d'une liberté ou d'un acquis. Et ça, il fallait que les législateurs l'intègrent et que dans leur, on va dire, dans leur recherche de consensus, qu'ils ne soient pas trop exigeants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et en face, les postures n'ont pas favorisé le consensus. Voilà, Lukman Tigani, c'est vrai, on n'a pas eu le temps d'entendre votre regard dessus, votre regard sur tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on en arrive à un défaut de consensus. Non, je pense qu'il y a deux éléments importants. C'est le constat de l'impréparation au niveau de nos amis de l'opposition. Vous avez vu au lendemain du vote de l'achat des partis politiques, n'oublions pas que l'achat des partis politiques, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dans la rue, a été voté presque à l'unanimité des députés. On dit que c'est un voix contre. C'est une voix contre, exactement. Donc au lendemain du vote de l'achat des partis politiques, nos amis de l'opposition, plutôt que de s'asseoir, de mieux relire les tests et de développer une feuille de route pour se mettre en conformité avec les tests, quitte à fondre leur parti à devenir des grands blocs politiques comme nous l'avons fait au niveau du bloc républicain, ils étaient tout le temps là à chercher la faveur de la foule, à chercher la popularité. Peut-être qu'ils travaillaient en sous. Non, ce qu'on a fait, on parle de ce qu'on a vu. Il y a eu tellement de sorties pour montrer à la face du monde que tel et Y sont ensemble, tel et Y ont les meilleures tenues basines de couleur blanche. Donc ils étaient tout le temps dans la propagande, ils cherchaient la popularité, alors qu'il y avait vraiment un travail de fourmi à faire pour en arriver. Vous vous souvenez, chers amis, dans le processus de constitution du bloc républicain, vous avez vu tout ce que nous avons vécu. Les partis ont fait des congrès. Au lendemain des congrès, il y avait tout un processus pour aller au congrès constitutif du bloc républicain. Il y a toute une machine qui a été mise en place au niveau de ces partis pour recenser les membres fondateurs, constituer les dossiers. C'est le moment pour moi de féliciter tous ces jeunes-là qui ont travaillé de jour comme de nuit au niveau de notre bloc républicain pour faire en sorte que nous ayons des dossiers plus ou moins parfaits pour compétir aujourd'hui. C'est le moment de leur tirer vraiment chapeau parce qu'ils ont vraiment fait un travail. Les leaders politiques ne se promenaient pas. Ils étaient tout le temps là pour préparer, être sûr que tout ce qui se faisait était en conformité avec les tests. Nos amis d'en face étaient dans la rue. Ils n'étaient pas prêts à un moment donné. Ils ont été pris au dépourvu par cette question de certificat de conformité. Certificat de conformité parce qu'à un moment donné, qu'ils vous souviennent, un ancien ministre ou ancien député a dit que dans ce processus de vote, il a demandé à ce qu'on introduise un virus dans les tests. Et ce virus semblait créer un vide juridique. Parce que comment est-ce qu'on peut être en train de demander à des partis politiques de se mettre ensemble, de se conformer à une nouvelle loi et dire que d'autres avaient 6 mois pour le faire. Ces 6 mois rentraient dans la période électorale. Il y avait vraiment un vide juridique. Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est de réglementer. La Cour constitutionnelle a pris cette décision de mettre fin à ce vide juridique en demandant... tuer le virus, sans doute. À tuer le virus que les gens avaient mis sans savoir que d'autres avaient aussi la malice de trouver un antivirus. Et à un moment donné, ce tour de certificat de conformité est tombé comme une épée sur leur tête. Ils s'y attendaient pas. Ils n'étaient pas du tout préparés. Maintenant, vous savez, quand on veut accuser son chien, on l'accuse de rage. Ils n'étaient pas préparés, ils n'ont pas voulu reconnaître qu'ils n'étaient pas préparés. Ils ont eu l'occasion de la chance de rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État qui, à l'instar des 11 millions de Béninois, n'était pas du tout satisfait de se rendre compte qu'il n'y avait que 2 livres qui étaient acceptés par la Sénat. Il n'y a pas de Béninois qui étaient satisfaits. Même au niveau de nous qui sommes de la mouvance, dont les listes ont été acceptées, nous avons la faim ardente d'aller en compétition avec nos adversaires. Nous voulons compétir. Nous voulons les battre sur le terrain pour montrer que la propagande dans laquelle ils sont n'est pas une propagande qui va du goût de nos concitoyens. Mais malheureusement, ils ont raté ce coche. Ils ont raté ce coche parce qu'ils avaient une mauvaise foi. C'est la mauvaise foi des acteurs politiques qui nous a mis là. Tout le débat qui est au niveau de l'Assemblée nationale a été un débat de mauvaise foi. Pendant que le matin, vous voyez des députés de l'opposition venir sur les médias publics, même sur des médias internationaux, dire qu'il faut continuer le processus électoral. Vous voyez d'autres se réunir dans des salles d'hôtel, dire qu'il faut arrêter le président de la Sénat, qu'il faut arrêter les membres de la Sénat. Vous voyez d'autres dire que celui qui doit conduire le processus réglementairement, parce que le consensus devait se faire au niveau du législateur, celui qui doit, ils viennent recuser celui qui doit conduire le processus. À un moment donné, il y avait une mauvaise foi au niveau de l'opposition. Et regardez aujourd'hui dans la masse, la population a compris que cette opposition n'est pas du tout crédible.
La population observe et dit, mais nous avons envie de voter, mais parce que vous êtes de mauvaise foi, nous ne pouvons pas voter pour vous. Vous n'êtes pas sur la liste où vous êtes de mauvaise foi. Il y a une mauvaise foi de l'opposition. Dernier élément aujourd'hui. Mais eux-mêmes disent que la mauvaise foi également, c'est de l'autre côté. Non, la mauvaise foi, les autres ont tout le temps dit, il y a eu 2 propositions de loi. Il y a eu d'abord, pourquoi vous savez, quand on a fini la rencontre avec le chef de l'État, le bloc progressiste et le bloc républicain ont dit, nous n'avons pas de proposition. Nous laissons nos amis d'en face faire des propositions. Le PRD, parti aussi exclu, a dit, parce que nous avons notre leader qui est dans une position d'arbitre, nous ne ferons pas de proposition. Nous allons prendre les propositions des autres, amender les propositions des autres et faire des corrections. Il y a eu beaucoup de gymnastiques qui ont été faits. Comment se fait-il que du travail qu'il y a eu au niveau de la commission paritaire, au travail de la commission des lois, il y a eu beaucoup de gymnastiques qui ont été faits par nos amis de l'opposition. Il y a beaucoup de gymnastiques qui ont été faits par nos amis de l'opposition qui, à un moment donné, n'amenaient pas les autres collègues de la mouvance à avoir confiance à leurs amis. C'est ce que nous appelons mauvaise foi aujourd'hui. L'opposition était dans une mauvaise foi. Et j'explique la mauvaise foi par le fait qu'aujourd'hui, ils avaient compris qu'à un moment donné, même s'ils allaient à ces élections-là, ça ne valait pas la peine. Aujourd'hui, ils sont en train de faire du chantage, ils sont en train de se justifier. Mais je sais qu'ils sont conscients au niveau de l'opposition que même s'ils allaient à cette élection-là, ça ne valait vraiment pas la peine, ça allait être un chaos. Et ils préfèrent rester aujourd'hui dans le dilatoire pour se donner une pseudo-confiance, une pseudo-popularité pour dire nous sommes populaires, nous n'irons pas aux élections, mais si on allait gagner, non. Nous sommes vraiment peinés au niveau du bloc républicain parce que notre vœu le plus cher, c'était d'aller en compétition avec eux. Nous ne sommes pas seulement peinés de n'avoir pas nos amis de l'opposition, mais nous sommes peinés de n'avoir pas aussi des alliés à nous. Tout le temps, les gens parlent de l'opposition. L'opposition, c'est Force Cori pour un Bénin émergent, c'est Restaurer l'espoir, c'est l'USL. Mais nous avons des alliés au niveau de la mouvance qui ne sont pas là. Nous avons le PRD qui n'est pas là. Le PRD est un allié fort pour nous au niveau de la mouvance. Nous pensons que si le PRD était avec nous aujourd'hui, ça va nous conforter aujourd'hui dans le travail que nous faisons pour montrer d'une manière ou d'une autre comment est-ce que les réformes entreprises par le chef d'État et des nations sont portées sur le terrain. Nous aurions aimé avoir l'UDBN sur le terrain, c'est des alliés pour nous. On veut avoir l'UD qui, même dans la frustration aujourd'hui, en train de mettre un pied de l'autre côté. Mais c'est des alliés que nous aurons voulu avoir avec nous pour nous reconforter au niveau du Parlement. Parce qu'on sait qu'à deux, on est fort, mais ensemble, on est beaucoup plus fort. Et vous savez, quand on prenait juste une allégorie, quand vous prenez la guerre de sécession aux États-Unis, le slogan, c'était l'union ou la mort. L'opposition était divisée. Les gens étaient dans des conflits de personnes. Les gens avaient leur ego. Et là, ça a conduit aujourd'hui à leur mort. Ça a conduit aujourd'hui à ce que nous assistons. C'est une opposition qui n'est pas présente, qui risque de ne pas être présente au Parlement et qui, malheureusement, va faire de l'opposition de rue, l'opposition des réseaux sociaux. Ça va être encore triste pour nous, mais je pense qu'après ces élections, ils prendront conscience de la situation et vont se préparer pour 2020 et 2021. Très bien. Vous savez, chers amis téléspectateurs, c'est bien un programme spécial que ETL vous offre. À 20h30, à partir de 20h30, vous aurez droit à cette intervention du chef de l'État. C'est dénommé « Moment politique » et donc pour vous y conduire, nous vous tenons compagnie véritablement. Et donc, je suis avec Latif Ouboni et puis Lukman Tigani. En ce qui concerne, effectivement, il y a ce problème déjà au niveau. Quand on parle de défaut de consensus au terme donc de la 4e session extraordinaire de l'année 2019, il faut quand même savoir, et le président Iggy Kolaole l'a dit par exemple, qu'il y avait déjà au début de cette recherche, de cette quête de consensus, il y avait déjà un consensus, puisque les membres du comité paritaire se sont entendus sur 3 propositions, 2 propositions de loi dérogatoire et une proposition de modification de l'alinéa de l'article 80. Je pense que c'était un élément de plus pour ceux qui ont de la facilité à dire que l'opposition n'était pas plus déterminée à participer à l'élection qu'elle ne l'était d'ailleurs à s'entendre. C'est les deux choses. Alors, pourquoi c'est un élément de plus? Oui, on ne le dit pas pour nous en moquer, mais c'est un élément réel de plus. Parce que quand c'est plus en notre faveur et que quelque chose se fait et qu'on exprime des caprices, à des moments donnés, ça peut être traité de tous les noms. Je dis caprice parce que
vous avez vu que le travail de la commission paritaire, ce travail-là a déjà, juste à la sortie donc, de la signature, c'est un travail donc, des propositions, Lukman l'a dit, des propositions élaborées, 3, et les signatures notamment de tous les membres donc, du comité paritaire étaient apposées là-dessus. Quand vous finissez ça et que vous qui avez plus intérêt à ce que ça aboutisse, vous êtes les premiers en réalité à détruire le boulot en le régnant, en ne donnant même pas la chance à ce boulot-là d'aller au bout du processus qui était d'abord peut-être, on va dire, la commission des lois, mais surtout la plénière où même vous qui avez signé, vous aurez pu quand même donner vos avis. Cela ne gênait pas. Des avis pour amender, des avis pour rejeter, des avis pour réparer. C'était possible. Quand déjà au bout du chemin, vous rejetez ce boulot-là, vous contre-attaquez en accusant, finalement, il s'installe une confusion qui, effectivement, dans la tête de ceux qui savent lire, tire des conclusions selon lesquelles il y a d'autres problèmes qu'on veut maquiller en faisant perdurer, on va dire, la difficulté d'aboutir à un consensus. C'est peut-être une conclusion aussi qui n'englobe pas toutes les difficultés qu'a eu la classe politique, mais au moins, nous savons que dans ce processus de rachat, parce que le processus normal, c'est d'appliquer les tests que les députés eux-mêmes ont pondu. C'est la chose la plus banale, la chose la plus simple en réalité. S'il n'y avait pas la convocation, les 2 convocations du chef de l'État pour parler premièrement de la nécessité de se conformer à ce que les députés eux-mêmes ont élaboré, ensuite la nécessité de faire quelque chose en plus d'avoir un consensus. Ma foi, pour les rigoristes, pour ceux qui savent comment ça a toujours été difficile de se voir appliquer la loi, de se ranger pour laisser passer la loi, il n'y avait même pas matière à s'interroger. On peut peut-être revenir et trouver des éléments de supputation sur l'application, on va dire extrémiste ou pas, de la loi, mais elle reste la loi. Et quand elle avait été votée, on a eu au moins 6 mois parce qu'on n'était pas dans l'opérationnel de son application. Il n'y avait pas de contestation perlée et donc d'appel à tout ce que nous voyons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le citoyen qui n'est pas parlementaire, qui n'a pas envie d'aller au Parlement, a juste une chose. Alors, quand moi, on a voté ma loi, qui m'a arraché ce que j'avais, je n'ai pas marché. Pourquoi est-ce que quand ça les touche, eux, et ils ont le droit alors de revenir sur la chose que eux-mêmes, ils ont eu l'opportunité de construire. Inéquité face aux effets de la loi. Chance diverse entre 2 citoyens face aux effets de la loi. Ça, c'est quelque chose que les Béninois retiendront pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'après, les gens vous diront que la nécessité de préserver l'essentiel est plus forte que toutes les autres analyses. Je suis d'accord. Mais même là encore, préserver l'essentiel, c'est faire en sorte que la loi ait la primauté, la loi ait la latitude d'exprimer sa dictature, même quand on n'a plus la chance de retourner au Parlement. Très bien. Il y a tout de même quelque chose, par exemple, quand on... c'est vrai, vous allez pouvoir compléter ce que vous voudrez dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, la minorité au Parlement n'est pas victime du fétichisme qu'on a semblé attribuer à notre loi fondamentale, la Constitution? Parce que, justement, c'est le point de départ. Moi, j'ai toujours été surpris, vous savez. J'ai eu la chance de parcourir les projets de société de presque tous les candidats qui étaient aux élections présidentielles, juste pour ma propre gouverne. Et presque tous les candidats étaient d'accord pour des réformes politiques. Presque tous les candidats étaient d'accord pour que nous puissions recadrer l'environnement du multipartisme dans lequel nous sommes. On l'a fait. Presque tous les candidats avaient même proposé un amendement, une révision de notre Constitution. Mais quand nous sommes rentrés dans le jeu, élément phare du projet de société du président Patrice Talon, vous l'avez dit, on est rentré dans une propagande à donner à cette Constitution tout un fétichisme qui n'en a pas au fait. Toutes les constitutions du monde à un moment donné de l'histoire sont révisées.
Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, à un moment donné, a été amendée en tenant compte du contexte contemporain dans lequel on se retrouve. Mais malheureusement, les gens tout le temps disent qu'il ne faut pas réviser la Constitution, il ne faut pas réviser la Constitution, c'est un texte sacré, parce qu'on est toujours resté dans la théorie du complot. On a pensé qu'en faisant la Constitution, le président Patrice Talon se donnerait un vide pour se retrouver dans une nouvelle république, pour revenir après, alors que ce dernier crie partout, je ne ferai qu'un mandat unique. On a pensé qu'en révisant la Constitution, on allait ouvrir les portes à l'impunité, alors qu'on sait que le champion aujourd'hui de la lutte contre l'impunité et la corruption aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. On est resté dans des théories de complot et on est tombé soi-même dans son propre piège. Et dernier élément, quand on parle du consensus, moi j'ai toujours été clair, le défaut de consensus ne nous amènera pas à remettre en cause l'ordre constitutionnel. Le consensus n'est pas impératif. C'est un bonus. C'est un bonus et c'est ce qui est souhaité. On ne retrouve pas le consensus, on applique la loi, on y va. L'alinéa 2 de la Constitution, ils savent, les députés savent. Les députés de l'opposition savent. Si vous les prenez hors micro, demandez-leur ce qu'ils disent dans les coulisses. Demandez-leur ce qu'ils disent à leurs proches et à leurs parents. Nous avons fait l'erreur au moment de la plénière de n'avoir pas accepté qu'on aille toucher l'alinéa 2 de l'article 80. Parce qu'ils étaient dans un complot, ils étaient dans une mauvaise foi. Ils n'étaient pas prêts pour aller aux élections. Ils n'étaient pas du tout prêts. Ils allaient aller aux élections avec quelle liste? Ils allaient aller aux élections avec quel message politique? Des messages de haine, des messages de vengeance vis-à-vis d'un individu alors qu'ils ont un mandat électif. Non. Ils n'étaient pas prêts pour aller aux élections. Ils ont eu leur schéma fait de mauvaise foi, de mensonges, de manipulation du peuple. Heureusement pour nous que le dernier élément de leur schéma, de remise en cause de l'ordre constitutionnel, en créant un vide institutionnel qui allait fragiliser notre République, fragiliser le pouvoir du président Patrice Talon. Heureusement que nous avons eu la tête haute au niveau des acteurs politiques pour éviter cela. Maintenant, le débat qui se fait sur la place publique, des juristes qui viennent donner leur opinion, chacun vient donner son opinion. Et aucun des juristes, aucune des personnalités politiques n'a une science infuse. C'est dans la contradiction que j'ai la lumière. Et quand, à défaut d'avoir une lumière au niveau de la contradiction, on met les idées, on passe les idées au vote. Aujourd'hui, on applique la loi. Voilà, c'est très intéressant nos échanges. Nous allons tout de même mettre un thème à nos échanges. Ça, c'est la première partie qui prend petitement fin. Nous allons vous proposer maintenant votre émission Café Politique avec... Vous connaissez les animateurs, c'est bien Distel Aboussou et puis Agapit Napoléon Maforican qui vont recevoir pour vous, bien évidemment, Abraham Zinzinroué, celui-là qu'on ne présente plus, acteur politique, membre fondateur donc, de l'Union progressiste. Vous allez pouvoir suivre cet entretien. Nous allons revenir plus tard. Vous allez retrouver le journal avec Brunel Adé aussi. Et puis après, vous n'oubliez pas le grand rendez-vous Moment politique avec le chef de l'État. L'entretien du chef de l'État, c'est à partir de 20h30. Et tout juste après, vous aurez un plateau spécial constitué de personnalités de ce pays, citoyens de ce pays. Nous allons pouvoir partager avec vous ce qu'on peut retenir donc de cet entretien du chef de l'État. Merci de nous rester fidèles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de prendre ce nouveau rendez-vous du Café Politique. Le principe, vous le connaissez déjà. Nous allons décrypter l'actualité nationale au plan politique avec un invité autour de notre café. Celui que nous recevons pour vous ce soir est un personnage que certains pourraient appeler juriste de haut rang, ancien ministre garde des Sceaux, ancien député à la première et quatrième législature. Il a été également président de la Cour suprême, puis président de la Cour de justice de l'UEMOA. Son nom, Zinzinroué Daniel Abraham. Il nous dira pendant ce format de 52 minutes
ses analyses en tant que sachant et acteur politique. Agapit Napoléon, bonsoir. Bonsoir Distel, bonsoir Président Général. Un grand plaisir de vous avoir sur notre café, sur notre plateau de café. Vous qui avez un regard, je peux dire transversal sur l'actualité politique, sur l'activité politique, sur la vie politique institutionnelle de notre pays, mais aussi on ne vous connaît pas trop, sauf ceux de votre génération et ceux à qui vous en avez compté comme sportif. Alors, le dimanche 25 mars 2019 sera pour vous, quelle image vous garderez dans votre mémoire pour ce jour, Président Général? Le dimanche 25 mars 2019 au Stade de l'Amitié, est-ce que quelque chose vous est arrivé? Est-ce que vous avez senti quelque chose? La victoire des Écureuils pour leur qualification. Ça m'a rappelé un match fantastique à Porto Novo. C'était Étoile contre Asso Kotato. C'était le second tour. Vous savez, il y avait aller-retour pour les matchs nationaux. Et au premier tour, l'Étoile était battue par l'Asso. Au match retour, mon numéro c'est le 9, hein, je suis buteur. Vous étiez donc avant son temps. Je suis buteur depuis l'enfance. Hein, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un ami, il me connaissait depuis l'enfance pour le football. Il était en France, il est venu en congé. Nous, on était à table, on mangeait. Il me dit, Abraham, est-ce que tu sais que tu as raté une profession? Je dis laquelle? Il me dit footballeur professionnel. Dans le temps, bon, ce n'était pas comme de nos jours. Voilà. C'est pour revenir au football, pour dire que ce match-là, j'ai mis un but fantastique que le gardien de Asso Kotato, il ne me l'a jamais pardonné dans le temps. Il est allé voir mon grand frère qui était militaire pour lui dire son jeune frère lui a mis un but qu'il n'oublierait jamais, parce que c'était fantastique. Hein. Bon, on n'a peut-être pas le temps de dire tout cela, mais ça me rappelle la victoire du Bénin, ça me rappelle mes moments glorieux de football à Porto Novo, à Cotonou, à Bomé, à Parakou, à Ndali, tout mon parcours. Vraiment, je suis heureux pour notre équipe, pour notre pays. Merci Président. J'espère que le ministre Omeki vous écoute et peut-être que Michel Deschillet, lui et le président de Chacus vous permettront d'aller parler un peu à nos écureuils avant leur épopée du Caire. Président, quand je parle, si je dis So Wewe, est-ce que ça vous dit quelque chose? Comment? So Wewe. So Wewe. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Les moments de députation, moments de campagne électorale. Ça rappelle l'UTS, ça rappelle